l'État, oui, on disait que c'est nous, d'augmenter les recettes ou de diminuer les décider ce qu'on veut. Ce ne sera pas au niveau européen qui vont dire, ben voilà, vous devez, je sais pas, jouer sur les dépenses, parce que c'est bleu. Oui, mais il faut atteindre le deal, quand même. Oui. Si tu mets des politiques trop sociales, on te dit on ne pourra pas l'atteindre. C'est faux, c'est ce que je disais aujourd'hui, on peut, sur l'impôt, agir énormément. Mais ils te diront le contraire. Ceci dit, les marges de liberté sont difficiles quand même. Par exemple, parlons de l'emploi. On a décrété au niveau européen que d'ici peu, l'âge moyen de mise à la retraite est de 65 ans. Donc, vous dire qu'il y a des gens qui vont travailler jusqu'à 70. Bien d'accord. On a décidé qu'il fallait 70% de taux d'emploi. Donc, il y a plus de gens qui devraient être au travail. Donc, on nous donne comme ça, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, des buts à atteindre qui, quelque part, ligotent un peu l'autonomie. Maintenant, qu'on peut désobéir, on peut désobéir. L'Angleterre désobéit très, très, très souvent. Ne pensez pas que le modèle allemand est un modèle que je prône. Mais il y a l'Islande aussi, différent. L'Islande qui a créé une constitution, etc. Il y a l'Islande aussi, moi je suis un peu comme ça informatique sur la situation idéale à suivre l'Islande. Oui, j'en ai fait un aussi qui disait qu'en réalité c'était un peu surfait comme mais ce qui est aussi maintenant, bon, j'ai entendu dire que l'Europe, maintenant, elle va prendre des décisions sur les budgets des États. Les États vont devoir faire signer le budget au niveau de la Commission. Et alors, c'est la Commission qui va évaluer, tiens, d'après les dépenses et d'après la progression, etc., d'après les perspectives, vous n'atteindrez pas, donc il va forcer pour que tu fasses un budget qui convient à la Commission. Et c'est ça qui devient difficile. Tu auras de moins en moins de souplesse d'agir sur les recettes ou sur les dépenses. Et ça, c'est quelque chose qui devient difficile. C'est nouveau, ça. Donc, ce qui est effectivement, à mon avis, quelque chose qui va être très très difficile à faire bouger au niveau européen, c'est que je pense qu'il y a 3 règles. La première, c'est que on ne peut pas effectivement avoir un déficit au-delà de 3%. Et comme je l'ai expliqué, pour la Belgique, c'est même un solde excédentaire au niveau du budget. Deuxièmement, c'est effectivement d'aller vers la dette de 60%. Et comme je l'ai expliqué, c'est lié pour nous avec la règle des 3%. Et tant qu'on n'a pas les 60%, nous, et donc on est maintenant effectivement de nouveau à 100%, on ne va probablement pas atteindre dans les prochaines années les 60%, donc on va avoir cette règle pendant encore assez longtemps. Et la troisième chose, essentiellement, c'est qu'effectivement, on doit permettre la liberté de concurrence. Ça, ce sont, à mon avis, 3 règles, effectivement, au niveau européen, sur lesquelles c'est très difficile de pouvoir, effectivement, bouger, et que si on ne les applique pas, on a effectivement quelque chose qui va ressembler à des sanctions. Sur la liberté de concurrence, il y a normalement la Cour européenne de justice qui peut statuer et demander effectivement le paiement à l'État belge de sanctions. Donc ça, par rapport à des avantages qu'on donnerait à des entreprises protégées des... Oui, c'est ça. Mais par exemple, pour des entreprises publiques. Donc si par exemple, à un moment donné, tu protèges ou tu donnes un avantage à ton entreprise publique qui offre un service national, normalement, la règle européenne est qu'une entreprise étrangère... C'est pas comme l'OMC. Pardon? C'est pire que l'OMC, parce que l'OMC, à la limite, l'Europe peut payer toutes les amendes qu'ils veulent à l'OMC. Ici, on est même dans un système où c'est à l'intérieur de l'Europe, et donc il n'y a pas de possibilité. Là, tu n'as pas de marge de manœuvre. Maintenant, au-delà de ça, effectivement, pour appliquer concrètement les mesures, là, il y a de la marge de manœuvre, parce qu'effectivement, l'Europe n'a pas dit le plan d'austérité, c'est le premier point, deuxième point, troisième point. Donc là, effectivement, les États peuvent adapter, en fonction de leurs possibilités, la manière dont ils veulent effectivement pratiquer le fait qu'ils veulent rattraper les déficits qu'ils ont faits. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une coordination au niveau européen. C'est-à-dire que même au niveau de tout ce qui est, en principe, pas de la responsabilité de l'Union européenne, les États se mettent ensemble, discutent ensemble, et donc ils sont effectivement occupés à dire, voilà, il faut prôner telle et telle solution, telle et telle politique,
Donc dans le plan de compétitivité qui est proposé par la France et l'Allemagne, qui est occupé à s'imposer comme étant le plan européen actuellement, il y a effectivement la proposition d'augmenter la TVA comme étant la meilleure mesure pour augmenter les recettes au niveau des États. Donc probablement, et d'ailleurs ça s'est fait, donc les principaux États qui étaient en grande difficulté, comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté le niveau de taux de TVA. Donc je pense qu'effectivement, si la Belgique se trouve dans la même situation, comment est-ce qu'ils peuvent trouver des milliards? Par exemple, c'est effectivement jouer sur ce taux de TVA. Par exemple, mettre un certain nombre de produits qui étaient maintenant considérés comme des produits de nécessité à 6%, on va les mettre en produits de luxe à 21%. Enfin, j'imagine, c'est des choses tout à fait envisageables pour le prochain gouvernement. Et à mon avis, ils ne vont pas toucher directement à l'index, ils vont manipuler l'index. C'est-à-dire que il est déjà manipulé. Il est déjà manipulé, mais ils vont encore augmenter la marge de manœuvre de manipulation, parce qu'effectivement, dans le plan de compétitivité proposé par la France et l'Allemagne, l'indexation est effectivement directement visée, ce qui est quand même assez fort, parce que même le patronat belge dit, écoutez, vous ne devez pas être un peu plus prudent dans cette histoire-là, parce que effectivement, nous avons un certain avantage à avoir une indexation, parce que l'avantage de l'indexation, c'est que les travailleurs savent comment est-ce que leur salaire va évoluer. Donc en Allemagne, traditionnellement, chaque année, maintenant un petit peu moins, mais pendant des années, chaque année ils faisaient une grève, ou en tous les cas ils menaçaient de faire une grève pour pouvoir avoir la négociation salariale, pour avoir justement l'augmentation du coût de la vie. Donc la Belgique échappe à ça. Donc le patronat, d'une certaine manière, n'est pas entièrement opposé à l'indexation. Donc on est dans une situation complètement absurde où au niveau européen, on demande des mesures que même le patronat belge hésite à vouloir appliquer en Belgique. Donc effectivement, on est dans des choses invraisemblables. Le prochain gouvernement, à mon avis, va aller dans... même, peu importe qui sera dans la coalition, là, ça va être... Il y a une question là? Oui, et bon, il y a aussi le fait d'être montré du doigt, c'est-à-dire que même si l'État résiste et tout ça, eh bien, s'il est montré du doigt par la Commission, par le FMI ou par les agences de cotation, eh bien, son taux d'intérêt pour sa dette va augmenter, et alors il a peur justement de ça, donc il préfère se plier aux caprices de la Commission, des actionnaires et tout ça, quoi. Et il y a ça aussi. En montrant du doigt la Grèce et en faisant un fromage pas possible, ça a fait que les agences de notation ont crié au secours, ce sont les bonnes conseillères, si bien que les prêteurs à l'État grec ont demandé à l'État grec des taux selon les types d'emprunt 3 à 4 fois supérieurs aux taux pratiqués dans les autres pays. Et chaque fois qu'on crie « Oh là là, le mauvais élève, c'est dangereux, la situation dans laquelle il est, tchik-tchak », eh bien, hop, le résultat est le même. Et je voudrais vous dire, il faut savoir ça aussi parce que c'est énorme. Avant, chaque État, vous savez, avait une banque centrale, et la banque centrale était la banque de l'État et la banque des banques. C'est ça une banque centrale. Et il y avait des banques publiques. Et l'État finançait son déficit en faisant tourner la planche à billets de la Banque centrale. C'est ce qui s'est passé en Amérique. C'est-à-dire, c'était sa banque. La politique financière de la Banque centrale, la politique monétaire, était décidée avec les techniciens, mais décidée avec le politique. Aujourd'hui, la Banque centrale est autonomisée. Alors écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est énorme ça. Les banques centrales sont autonomisées. L'État n'a plus le moindre conseil à donner en matière de politique monétaire. La création, les statuts de ces banques centrales autonomisées et la loi qui les autonomisait décrétaient que la Banque centrale ne pouvait plus financer le déficit des États. Moralité, écoutez-moi bien. Les États se sont surendettés récemment pour sauver les banques. D'accord? Donc les États doivent réemprunter. Ils ne peuvent plus emprunter pour solder leur déficit auprès de la Banque centrale. Donc ils doivent emprunter auprès de qui?
auprès des banquiers, d'accord, et privés. C'est-à-dire, ils ont sauvé les banquiers privés, ils se sont endettés pour sauver les banquiers privés, et plus ils se sont endettés pour sauver les banquiers privés, plus les agences de notation disent aux banquiers privés « cet État n'est pas certain », et plus le taux d'intérêt que l'État paye à ces banquiers est élevé. Vous vous rendez compte de ça? Je lui prête des sous à celui-là pour le sauver, mais comme je lui ai prêté des sous, je ne les ai plus, je dois en réemprunter et il me fait allez viens, je t'en donne. Mais moi je te fais un gros taux d'intérêt, hein. Alors que lui il a eu à zéro. Pourquoi on n'a pas fait un contrat qu'on leur a prêté, enfin un contrat, enfin je sais pas, pourquoi quand on a donné de l'argent en banque, on n'a pas, je sais pas, précisé les conditions, enfin, je sais pas. Il y a des conditions précisées, elles sont différentes dans tous les cas de figure. Là, on a précisé Ah oui, et pourquoi on a vendu tous les services publics pour une bouchée de pain? Quand on dit qu'on emprunte aux banques, on a vendu des milliers de buildings de bureaux administratifs, et maintenant on doit les louer. Et en quelques années, on a déjà repayé. Et ne comprends pas, c'est que si tout le monde tombe en même temps, c'est très difficile. Non, tu posais la question parce qu'elle n'a pas entendu. Ah oui. Donc, quand on emprunte aux banques, on emprunte sous quelle forme? C'est des bons d'État ou c'est comment ça se passe? Parce que moi j'avais entendu, j'avais lu Serge Alumi dans la préface d'un bouquin sur le démantèlement de l'État, où on disait qu'il y a une fracture générationnelle où les jeunes vont payer plus tard les déficits que nous, plus âgés, on est en train de créer, quoi. Et lui il dit non, c'est pas ça, parce qu'avec la crise, on emprunte aux gens qui ont de l'argent. Donc on dit aux banques, mais à travers les banques, c'est des gens qui ont de l'argent qui peuvent acheter des bons d'État. Et qu'au final, c'est eux qu'on va rembourser avec les intérêts, mais avec la garantie de l'État. Donc, ça va, quand on dit on emprunte aux banques, mais les banques, c'est sous quelle forme? C'est des bons d'État? En fait, quand l'État emprunte, il émet effectivement les obligations d'État. C'est ça. Hein, c'est ce système-là. Et néanmoins, vous n'allez pas au ministère machin pour acheter vos obligations. On dit à la télévision, voilà, il y a une émission, et vous allez devant votre banque le matin. Eh bien, dès qu'un État fait une émission, sachez que le matin, on fait la file devant la banque. Hein. Pourquoi? Parce que avant, qui achetait ses obligations, ses bons d'État, sacrifiait sa trésorerie, c'était les particuliers. La dette publique, par exemple, en Belgique, était détenue par des particuliers belges. Et petit à petit, comme c'est un marché juteux, en fait, ce marché-là a évolué de telle manière, si on est si nombreux devant les banques quand il y a une émission et que le lendemain tout est parti, c'est parce que les banques se gardent tous ces bons d'État pour elles. Et elles n'en vendent que quelques-uns. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait juste. C'est les banques qui s'enrichissent encore, c'est pas les particuliers. Ils ne savent plus les attraper. Et alors, les mesures, quand on a aidé les banques, elles ont été différentes dans tous les États. Hein. Paradoxalement, on aurait pu se dire, puisque dans beaucoup d'États, on a tellement privatisé, il y a même dans certains États plus d'une seule banque publique, c'est le cas de la Belgique, on aurait pu se dire qu'on renationalisait une banque. Hein. Eh bien, paradoxalement, l'Angleterre a joué ce cas-là. En disant, on la reprivatisera plus tard, mais on nationalise. Donc, elle ne sortait pas des sous, elle la reprenait, elle essayait de gérer ça. Mais il y a eu des tas de modalités différentes dans les différents États. Quoi. Normalement, si je peux ajouter quelque chose, en principe, quand il y a l'État émet des obligations, en principe, ce sont les banques qui prennent l'entièreté. Et donc, ils les prennent, donc il y a un pool, hein, donc... Avant, c'était l'association belge des banques qui prenait ça en tant que pool. Et donc, par exemple, chaque banque a son quota pour prendre les différentes obligations. Et alors, à elle, éventuellement, soit, comme tu dis, de garder l'argent, soit à refournir ça à leur clientèle. C'est ça, mais ils ne le font plus. Et donc, non, mais maintenant, ils refont. Parce qu'au moment où effectivement elles étaient en crise, et donc en difficulté de prêter de l'argent aux entreprises, alors elles ont utilisé
la dette publique comme étant un moyen de fournir du crédit et gagner de l'argent facile. Et donc en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire